Bonjour et bienvenue dans le nouveau studio Delta Sigma. J'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de orchestrer, diriger, enregistrer et même mixer une musique de film entièrement orchestrale. C'est une musique qui a été composée par Philippe Sard, le très célèbre compositeur de musique de film, et c'est une séance d'enregistrement qui a eu lieu au studio Guillaume Tell à Suresnes. Ce jour-là, j'ai pu amener avec moi une caméra et donc je vous propose dans cette vidéo de me suivre tout au long de cette journée d'enregistrement. Ça sera l'occasion de découvrir un petit peu comment on travaille quand on enregistre un orchestre. Je vous expliquerai un petit peu aussi les choix des micros, les placements des micros, etc. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir dans cette vidéo. Et je voudrais remercier Adrien de la chaîne Projet Home Studio qui m'a suivi toute la journée avec sa caméra. Alors merci Adrien pour ta contribution à cette vidéo. Alors si vous appréciez mon travail, pensez au petit pouce, à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, je lis absolument tous vos commentaires. Pensez également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, vous me direz ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt. Attends, je me suis arrêté à 37, c'est ça? C'est ça. À fin 36. C'est ça, fin 36, ouais. Alors vas-y, on met à ce moment-là. Et on peut entendre le clic? Ou c'est compliqué? Oui, c'est juste pour vérifier le point de fin, parce que là, du coup, j'ai... Vas-y. Mesure 34. Et là, on est fini. Donc on est bien. Ça va, le calage à l'image, il est bon. Je pense que maintenant je vais faire les vraies prises. Ok. En essayant de ne pas faire de faute, de pas faire de pas. Le début, je pense qu'il est bien. Je vais refaire à partir de 19, tout le passage rapide. On garde de toutes les façons. Le début, il était pas mal, il était assez précis. Tu veux dropper du coup? Ouais, à partir des doubles croches, à 19. Ok. On te met 2 mesures avant? Oui, 2 mesures. Ok. Mais je sais pas si les directivités sont... Je crois qu'il y avait des petits soucis de câblage. Alors Dominique, dis-nous, c'est quoi ce micro un peu spécial? C'est mon premier micro à lampe, mon première fabrication. C'est une EF86 dedans, une Pentode. Et la capsule, c'est une RK12, CK12, Okay. une capsule genre le capsule du C12. Ouais. Et c'est un micro qui est assez génial. Le transfo, c'est du Lindal, donc c'est que du haut de gamme. Ça fait, je sais pas, une douzaine d'années que je l'ai construit. Vraiment tout, même. C'est bien, c'est bientôt ça va être vintage bientôt. Ah ouais, il a déjà pris la patine parce que comme il n'a pas été verni, le laiton s'est un peu oxydé. Mais j'aime bien parce que du coup ça lui donne un aspect bien vintage. Ouais, complètement. Voilà. Et donc effectivement, ce micro, il est déjà venu ici à Guillaume Tell. C'était pour l'enregistrement de Quai d'Orsay. Ouais. Il y a en 2013, donc ça fait 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'il existe minimum. Et à l'époque, j'en avais mis 3, des jumeaux. Des trucs similaires. Et celui-là, il servait pour les solistes. Donc il y avait de la contrebasse solo et du didgeridoo. Didgeridoo. Voilà. Et c'est une belle histoire tout ça. Et là, on va le mettre sur la harpe. Du coup, il doit être tout content de revenir. C'est ça. Donc là, il va être sur la harpe en complément d'un U60. Non, c'est un 67. Non, un U77. Voilà. Il va être en bonne compagnie. Exactement. Ok, là j'ai harpe.
Ensuite, j'ai les violons. Donc, faut me dire. Violon 1 et 2, c'est le Premier pupitre. violon 3, 4, c'est ici. 5, 6, c'est là, caché derrière l'écran. Caché derrière l'écran. Il n'y a pas de pupitre. Je vais aller voir. Ah, il n'y a pas de pupitre? Non. Bah, tu vas en mettre par terre ou sur les chaises. Ensuite, 7-8. violon 7-8, c'est derrière ici. 9-10, c'est là. 11-12. Ouais, c'est vrai. Faut pas être ça va, c'est bien. En fait, ce qui se passe, regarde, il y a des parties qui se superposent. Donc ça. Ah, mais c'est très joli. Hein. Super, c'est bon. Comme le setup il est un petit peu particulier au niveau du placement des musiciens et du coup de la prise de son aussi, je voulais faire un petit topo. Donc déjà, on place généralement l'orchestre avec les violons 1, les violons 2, les altos, les violoncelles. Donc on a une espèce d'arc de cercle, de demi-cercle avec les aigus d'un côté et les graves de l'autre. C'est un peu la façon classique qu'on a de placer les musiciens d'un orchestre. Voilà. Et si on ne donne pas d'instructions particulières, les musiciens vont se placer comme ça. Et ici, on avait une musique où il y avait énormément de passages où les basses, donc les violoncelles, les contrebasses, jouaient très peu, voire pas. Et on avait des grands morceaux très, très lyriques avec juste des violons et des altos. Et du coup, j'ai choisi de faire une disposition avec les violons en gros sur la moitié gauche, qui déborde un peu. Donc toutes les chaises rouges, c'est encore des violons. Et toutes les chaises jaunes, ce sont des altos. Et donc on a, comme ça, quand on a des morceaux où il y a que les violons et les altos, on a quelque chose qui est vraiment réparti dans la stéréo. Et donc la partition, quand je l'ai orchestrée, j'ai fait attention à ce genre de choses dans l'écriture, et ça se répercute aussi sur la disposition des musiciens. Alors pour parler plus précisément des micros, comment on enregistre un orchestre? C'est plein de micros, je ne sais pas combien il y en a, je pense à peu près une 25, 30, peut-être un peu plus, 35, parce qu'on est dans ces eaux-là. Donc en fait, la prise de son d'orchestre, il y a plein de façons de faire, mais ici, ce qu'on a utilisé, c'est un arbre DK. Donc l'arbre, c'est cet énorme pied qui est ici. Et comme on peut voir là-haut, on a 3 micros qui sont disposés, on a environ 60-70 cm, parfois un peu plus, mais du centre à chaque micro. Ce sont des micros qui sont omnidirectionnels. Alors historiquement, c'était des M50 avec des petites capsules sphériques omnidirectionnelles qui avaient des propriétés directives de réponse en fréquence un peu particulières. Donc c'est pas un vrai omni en réalité. Et donc là, on a 4 U87 qui sont des U87 d'origine, des vrais, des originaux. Et j'ai doublé avec des petits Octava en omni au-dessus, des petits micros russes. L'idée, c'est de pouvoir comparer. Et déjà, l'écoute que j'ai fait, c'était intéressant la comparaison. Je ne sais pas lequel des deux arbres je prendrai.
On a un micro un peu vintage et très cher, et aussi un micro qui n'est pas du tout vintage et qui n'est pas du tout cher par rapport, mais qui sonne très bien et qui a l'avantage d'être une petite capsule. Et les petites capsules en Omni, ce sont des vrais Omni, c'est-à-dire que c'est un capteur gradient de pression. Il y a juste une membrane et qui est complètement... la vibration ne peut pas accéder à la membrane autrement que par le devant. Et donc c'est vraiment la pression localement qui va faire varier et bouger la membrane, ce qui crée la directivité Omni. Alors que dans les grandes capsules, on a deux capsules qui sont entre guillemets cardio par nature, qu'on met dos à dos, et qui fait qu'on ajoute un côté d'un cardio plus l'autre côté du cardio, et on reconstitue électriquement par un système de mise en phase le signal Omni. Et donc pour faire du DK, normalement il faudrait un vrai micro Omni, parce qu'il a l'avantage déjà de descendre très très bas en fréquence, il est complètement linéaire, il n'a pas d'effet de proximité, mais il descend aussi très très bas en fréquence, ce que ne peut pas faire un cardio, qui a un effet de proximité mais qui a après une décroissance linéaire jusqu'à 0. Et c'est pour ça que la comparaison sera intéressante, parce que le 87 c'est une grande membrane et les Octavas c'est des petites capsules. Donc il manquerait les sphères de diffraction, mais bon, à ce détail près, on est quand même sur des petites membranes. Alors après, on a tous les instruments à cordes, on va dire, qui se sont assis, genre violon et alto. Bon, ici, on a des micros. Alors tous les violons, c'est des KM84, les originaux, qui maintenant sont complètement hors de prix. Non pas les 184. Donc ils sont là. Voilà. Donc on voit ici les KM84 complètement originaux, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils ne sont pas tout jeunes, qui sont des micros absolument fabuleux pour la sonorité qu'ils délivrent, mais aussi, moi j'adore la façon dont c'est construit à l'intérieur. Quand on regarde l'intérieur de ce genre de micro, c'est du grand art, tout est bien monté avec les petits transfos, tout, c'est vraiment magnifique. Rien à voir avec le 184, pour moi c'est un autre micro. La capsule est assez proche, peut-être identique, ça je ne sais pas exactement, mais en tout cas l'électronique elle est quand même bien. Le 184 c'est que des CMS dedans, là c'est un vrai travail d'orfèvre. Alors sur les altos on a un mélange de KM84 et devant on a des anciens micros à lampe qui sont des Schuss, les M221S qu'on voit ici, donc c'est des micros vraiment anciens qui sont assez géniaux. Moi j'adore ce genre de vieux micros. Voilà, pour donner une couleur un peu particulière sur les premiers pupitres d'alto. Je trouvais que c'était intéressant. On peut aller voir les violoncelles. Les violoncelles, ils sont placés derrière. Alors pourquoi placer les violoncelles derrière ici au centre? En fait, l'idée c'est qu'on va être dans une musique de film, on est au cinéma. Et le son, il est réparti généralement plutôt dans tout l'espace, dans le mix 5.1, mais la musique, elle est essentiellement quand même dans le gauche-droite. Et les basses fréquences ont quand même tendance à être plutôt au centre. Et comme j'avais les altos qui venaient donc arrondir tout le demi-cercle avec les violons, eh bien, je trouvais logique d'avoir les basses plutôt au centre et les violoncelles donc placées là derrière. Pour les violoncelles, on a utilisé des... qu'est-ce que j'ai mis? Je me rappelle un peu. Oui, c'est ça, c'est des U67, donc des micros à lampe. C'est l'ancêtre du U87. Pour la petite histoire, le U67, c'est donc une capsule qui était un peu nouvelle à l'époque, et la lampe, c'est une EF86, une Pentode. Et donc, quand ce micro, donc le 67, a été transistorisé, par Neumann, ils ont fait un nouveau modèle, c'est devenu le U87. Donc finalement, le 67 et le 87 sont un peu jumeaux, ou frères, ou cousins, ou parents, c'est peut-être mieux. Il y en a un qui a transistor, c'est le 87, et un autre à tube, c'est le 67. Donc il apporte ce côté très précis de la capsule, parce que la capsule est quasiment identique. Par contre, l'électronique à tube amène un côté un peu soyeux, peut-être un peu moins précis, un peu moins froid que le 87, mais qui du coup est intéressante pour donner un petit peu de brillance sur les violoncelles. Alors ici on a les contrebasses, et là il y a un petit truc intéressant sur les contrebasses. Donc déjà on a deux U47, le fameux U47, celui-là c'est un incontournable, des vrais U47 à lampe, qui sont donc ici, il y en avait deux contrebasses, un micro pour chaque contrebasse, et donc ça ils sont réglés en cardio évidemment pour faire la prise, mais au-dessus ici j'ai un petit micro, c'est aussi un Octava, mais qui est lui en Omni. Le rôle de ce micro, en fait, c'est que déjà les micros de proximité, même si le 47 est quand même réputé pour avoir un son assez chaud, avec du bas bien présent, malgré tout, quand il est en cardioïde, eh bien, on a toujours cette décroissance dans les graves.
Il y a une bosse, on va dire, dans le bas médium, mais ensuite, enfin pas les infras, sans aller vraiment aux infrasons, mais le très très grave, les vraies basses fréquences, décroissent forcément. Et donc, c'est un peu embêtant pour des micros qui sont sur des instruments très graves comme les contrebasses. Et donc l'idée, c'était d'avoir ici un micro qui soit omnidirectionnel, donc qui soit capable de descendre. De toute façon, les basses fréquences, elles vont un petit peu partout. Donc omni, pas omni, c'est pas tellement un problème d'avoir de la repisse, des autres instruments, c'est pas trop le problème. Mais l'intérêt, c'est d'avoir un peu un prolongement de l'arbre des câbles. C'est pour ça que ce micro il est placé à peu près à 2 mètres, quelque chose, un petit peu au-dessus. C'est une espèce de micro d'ambiance spéciale de contrebasse. Et au niveau du mix, en fait, je vais le considérer comme faisant partie de l'arbre. Et donc l'arbre plus ce micro, bien, ça va donner vraiment le son général. Et ça va me permettre d'amener une assise dans les basses fréquences sans avoir à aller les chercher dans les micros de proximité qui, eux, vont servir davantage à donner du grain, de l'attaque, des choses comme ça. Sans chercher à aller vraiment dans les très très graves sur ces micros. Voilà, donc une technique intéressante, hein, ça c'est vraiment important à la prise des contrebasses en orchestre, utiliser un micro omni. Alors là j'ai utilisé ça, on pouvait utiliser autrefois, on utilisait aussi les M50 qui servaient pour le DK pour au-dessus des contrebasses, mais on peut utiliser n'importe quoi. Là on avait les KM 84, il y a le, je sais plus si c'est le 83 ou le 85 qui est omni, qui irait très bien aussi pour ce rôle-là. Alors ensuite on peut aller voir les instruments avant. On n'avait pas beaucoup d'instruments avant, hein. Il y avait une clarinette et un corps. La clarinette c'est un U89 qui est un peu un cousin du 87, donc pris vraiment au-dessus comme ça, un bon mètre 20 au-dessus de l'instrument pour avoir quand même un petit peu d'air. Et ici on avait le corps. Alors le corps c'est un peu particulier parce que quand le musicien est assis et qu'il joue, le pavillon est sur l'arrière, donc le son est plutôt dirigé vraiment vers l'arrière. Alors, dans les salles de concert, il y a une acoustique qui fait que le son revient, se mélange, etc. Et donc, on entend dans la salle un son qui est un peu filtré par l'acoustique, qui n'est pas un son direct, parce que le son direct du corps en face du pavillon, c'est ultra riche et c'est très puissant, et c'est un son qui est presque trop dur, en fait. Donc, ici, pour prendre le son, le secret, après, chacun fait un peu comme il veut, mais j'ai placé aussi un U89, donc le même que pour la clarinette, mais je l'ai placé derrière l'instrument. Donc le pavillon est dirigé dans ce sens-là, ici, vraiment sur cet axe-là. Et je me suis volontairement désaxé pas mal, de façon à enlever tout le côté dur, direct du son. Alors, c'est parce que je voulais une sonorité vraiment ronde et douce. Si c'était une musique un peu hollywoodienne, avec des cuivres un peu plus tonitruants, je pense que j'aurais franchement baissé, je me serais mis plutôt à cette hauteur-là, pour être un peu plus dans l'axe du pavillon et avoir un peu plus de haute fréquence dans le signal. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on peut aller voir le piano ici et là pour terminer ce petit tour d'horizon. Alors pour la harpe, donc le harpiste, bon la harpe est plus là, mais le harpiste avait positionné son instrument ici. Et donc j'ai positionné des micros. Alors il y en a deux, je ne sais pas si ça fera un couple ou si ça sera l'un ou l'autre. C'était un peu aussi des tests. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc ici c'est un Neumann, je ne sais plus exactement, je crois que c'est un U77 il me semble, qui est un micro, voilà, un micro à tube, hein, un petit peu particulier, un peu rare, qu'on ne voit pas si souvent. Et ici c'est donc une fabrication personnelle à base d'une capsule on va dire AKG, la capsule du C12. Et la lampe c'est la même que le U67, c'est une F86. Et le transfo c'est un Landal et c'est un des tout premiers micros que j'avais fabriqué il y a plus d'une dizaine d'années. Les deux sont en cardio et donc l'idée là il est à peu près à hauteur du haut de la harpe, un petit peu dirigé légèrement vers le bas et je l'ai positionné sur le côté gauche puisque de façon à ce que la directivité cardio rejette les instruments, les violoncelles, les vents, etc. qui sont derrière. Donc c'est toujours important quand on place des micros de voir la direction du rayonnement du son de l'instrument vers le micro, mais aussi qu'est-ce qui est derrière le micro, parce que les micros, ces directivités rejettent les sons qui arrivent de certains angles, et donc c'est important. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, j'aurais eu un son à peu près identique sur l'arc, mais j'aurais eu aussi le son venant des violoncelles et des vents directs dedans, donc ça aurait fait une séparation beaucoup moins bonne, donc ça aurait été moins intéressant. Alors sur le piano, on a des micros qui sont assez géniales, c'est les 4038, c'est des micros à ruban.
en couple, voilà, sur le piano qui était ouvert quand on s'en est servi. Qui passe dans un préamp un peu différent, le reste ça passe tout dans la SSL. Ça donne un côté, disons que ça enlève le côté un peu dur que pourrait avoir le piano si on met des statiques un petit peu trop modernes dessus. Voilà, les micros à ruban, c'est vraiment génial sur le piano, ça fonctionne très très bien. Et alors, pour terminer, il y a 2 micros qu'on ne voit pas mais qui sont là et qui prennent aussi le son. En fait, ils sont au balcon, là-bas. On a 2 414 en omni qui vont servir essentiellement pour le mix 5.1 et qui prennent vraiment tout l'espace de la pièce, qui sont encore au-dessus. C'est assez génial d'avoir un balcon, ça permet de profiter de l'espace. Voilà un petit peu le tour d'horizon. Tu filmes ça, je vais aller aux toilettes. Ah bah j'étais en train d'avancer, je faisais pas attention à ce que tu disais. Bah, je vais aller aux toilettes. Écoute, je voulais y aller avant de commencer et je suis toujours pas allé. On fait un documentaire complet, hein, écoute. Ouais. Tu m'as dit, je filme la journée. Voilà. Ah, c'est épuisant. Ouais, c'est intense hein, quand même le rythme. Non mais c'est bien, j'avais peur que ce soit un peu difficile. C'est-à-dire que quand on a les clics, on n'a pas tellement à réfléchir parce qu'on a une base temporelle, une base rythmique qui est là, on joue et ça se déroule. Et là, en fait, il y a 0 clic, il n'y a rien. J'ai le point de départ avec le timecode dans le film et après j'ai des indications dans l'image, un geste, un mouvement, un changement de plan, des trucs comme ça que j'ai annoté. Et donc je dois en permanence écouter la musique, écouter si tout va bien dans le phrasé, diriger le musicien et en même temps regarder le film, voir où on en est, si je suis en avance, en retard. Et si je suis en retard, par exemple, il ne faut pas que d'un coup je me mette à accélérer. En fait, il faut avoir une espèce de petite stratégie sur quelques mesures pour se dire, bon, le prochain point, il faut que j'essaie de le ramener et du coup avancer un peu, retenir un peu le cas échéant. Ouais, bien sûr. Donc c'est assez éprouvant mentalement, ça demande beaucoup de concentration. Ouais, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est qu'on a un phrasé qui est génial parce que les musiciens déjà sont pas emprisonnés dans un casque et dans un clic, ils s'entendent vraiment les oreilles à l'air libre, comme s'ils étaient au concert. Donc ça c'est vraiment super. Ouais, ça favorise un peu l'aspect interprétation du truc. Voilà, c'est ça. Et pour ce genre de musique qui est vraiment dans le rubato, dans l'expressivité. Ouais, dans l'émotionnel un peu. Hein. Et les musiciens jouent mieux parce qu'ils n'ont pas de casque. Ça les force aussi à plus se concentrer sur l'écoute parce que ils n'ont pas le clic qui les remet tous ensemble, qui les met d'accord. Donc ils doivent, comme ils le font naturellement au concert et dans la musique d'un répertoire classique, il n'y a pas de clic en concert. Donc ils s'écoutent et ils jouent ensemble. Et ça c'est quelque chose d'assez génial et pouvoir le faire au cinéma ça devient de plus en plus rare quand même. Maintenant des séances où on n'a pas de clic, ça c'est rare. C'est vraiment très rare. En général tout est maquetté à la milliseconde près quoi. Donc en fait il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Et là, on laisse un peu la place à l'émotion qui peut surgir, à des rencontres entre un phrasé et un plan, des petits décalages qui n'étaient pas forcément prévus, parce que la musique est très flexible. Et mais ça rend le truc un peu humain du coup aussi. Quoi. Voilà. Ça, c'est joli. Ça, c'est plus vrai.